Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo boxe anglaise sur Fight Minds. Là c'est un petit récap à chaud, la soirée c'est fini il y a à peine 20 minutes, on a juste attendu un peu voir ce qui se passait dans les discours post-combat pour les potentiels call-out, ce que disait Turquie et tout, afin de vous enregistrer cette vidéo, mais là c'est vraiment récap à chaud. Donc du 5 versus 5, Queensberry versus Matchroom, concept unique en son genre et première du genre. On va en parler et on va pas rentrer dans les détails techniques, mais on va vous expliquer tout ce qui s'est passé sur la soirée. On va vous faire un récap en bonne et due forme pour que vous ayez toutes les infos. Je suis comme d'habitude accompagné de mon compère Kabir. Salut Kabir. Salut Dylan, salut à tous. Ouais, super soirée, c'était vraiment cool. On en a vraiment eu pour notre argent, Pour notre argent. Ouais, on littéralement. en a eu Et, pour notre et argent. c'était vraiment un excellent show de bout en bout. Ce qu'on se disait pendant la preview, c'était que justement, il fallait, pour ceux qui n'étaient pas forcément initiés à la boxe anglaise, regarder cette carte de bout en bout, car tous les combats étaient super importants de par l'enjeu lié au match entre guillemets entre Queensberry et Matchroom, mais aussi pour tous les beaux combattants qu'on a eu ce soir. Et franchement, il y a eu, c'est une carte 10 sur 10 là qu'on a eu ce soir. Ouais, que des beaux combats. Et ce qui me fait penser là, parce qu'on dit on en a eu pour notre argent, je m'adresse à vous les gars de DAZN. S'il vous plaît, quand on paye les pay-per-view, les abonnements et tout, laissez-nous, pitié, l'option de changer la langue, de choisir la langue qu'on veut, c'est-à-dire est-ce qu'on choisit la langue. Vous le faisiez ça avant DAZN au début, en plus on avait le choix entre l'espagnol et l'anglais. Maintenant on n'a plus tout le choix, c'est imposé. Je dis ça parce que par exemple ce soir le dispositif mis en place anglophone, donc le dispositif anglais, était extraordinaire avec des invités phénoménaux, avec Ben Davidson et Joseph Parker sur les plateaux, avec certains des meilleurs journalistes de boxe du monde honnêtement chez DAZN Angleterre, enfin vraiment, et certains des meilleurs experts du monde. Et en fait on n'a pas l'occasion nous d'en profiter quand on parle anglais. Et je trouve que c'est un peu dommage quand on paye l'abonnement et les pay-per-view, c'est pas une option qui est difficile. Et encore une fois, c'est une option qu'il y avait au début. Moi, je me rappelle au tout début de Ouais. DAZN, t'avais le choix entre regarder en anglais et en espagnol. Donc redonnez-nous ce pouvoir-là, s'il vous plaît. Rien contre les commentateurs francophones, c'est pas du tout ça. C'est juste que la mise en place, le dispositif mis en place chez les anglo-saxons est d'une ampleur inconsidérée par rapport au nôtre. Il y a beaucoup plus d'intervenants, beaucoup plus de plateaux, et c'est vrai que du coup, c'est un peu frustrant pour nous. Voilà. Donc je le dis, les gars de DAZN, si vous nous regardez, pitié, laissez-nous cette option-là parce que vraiment, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de fans de boxe d'avoir accès aux interventions de Joseph Parker, de Teddy Atlas, de Bette Davidson. Enfin, quand on aime la boxe anglaise, on aime avoir l'avis de ces gens-là. C'est tout pour ça. Voilà, c'était juste pour dire si vous nous regardez, les gars de DAZN, pitié, écoutez-nous. Donc on va revenir sur la carte, on va partir du bas vers le haut, c'est-à-dire Allons-y. on va partir de l'ouverture de la carte vers le main event exactement comme on a fait pour la preview. Donc combat d'ouverture Hutchinson versus Richards. Willie Hutchinson est contre Greg Richards, donc on avait bien, nous ce qu'on avait dit c'est que Hutchinson, enfin dans mes souvenirs, Hutchinson avait pas l'expérience des grands combats qu'avait Craig Richards Oui, et donc ça allait être compliqué pour Hutchinson d'affronter un Craig Richards qui est quand même sur des belles performances même dans la défaite. oui, c'est ça. Bon, est-ce qu'on s'était planté? Oui. Oui, parce que finalement, la jeunesse d'Hutchinson, ça a été justement cet avantage. Et il a réussi à Mm. dominer les échanges physiquement, sans rentrer dans la technique encore une fois. Mais en fait, le manque d'expérience, il a vite été comblé par le gros gap physique qu'il y avait entre les deux combattants. Ouais, Et exactement. Craig Richards, bien que effectivement sur le plan stratégique, il ait eu des solutions. Plus on avançait dans le combat, plus c'était compliqué. Et la première moitié de combat était un petit peu équilibré, mais ensuite sur la fin, ça s'est vite révélé Ouais, en la violent. faveur de Hutchinson qui a remporté du coup toutes les dernières reprises. Donc voilà. Ouais, décision unanime logique, Oui, rien de bon, voilà. En fait, pas grand-chose à dire sur le combat. Juste content pour Hutchinson parce que c'est un vrai marchepied pour lui et c'est un mec oui, qui est méritant. Intéressez-vous à son histoire si vous avez l'occasion, si vous avez 2 minutes. Histoire hyper inspirante. C'est un mec qui vient de nulle part et qui a eu un milliard d'emmerdes dans sa vie et qui s'en est toujours sorti. C'est un vrai battant dans et en dehors du ring. Donc bravo à lui. On est content pour lui et on lui souhaite tout le meilleur. oui, Donc ça fait un point pour Queensberry, ouais, c'est ça. puisque donc système de points. Donc c'est l'écurie Queensberry qui prend le premier point. C'est vrai que ouais, pour faire le Oui. rappel, peut-être pour ceux qui avaient pas vu la preview, on était sur un format 5v5 Mm, avec un système de points et de capitaine. Donc chaque victoire par mm, décision rapporte un point, chaque victoire par KO ou arrêt du médecin
ou TKO aussi bien sûr, rapporte 2 points. Et chaque équipe sélectionne un capitaine qui, s'il remporte le combat, a des points qui sont doublés. Donc en cas de victoire, voilà. 2 points, et en cas de KO, ça fait 4 points. Donc c'est pour ça qu'au fil de l'eau, on va vous décrire le score, mais bon. Il y avait 3 millions de dollars à gagner. Ouais. Il y avait 3 millions de dollars à gagner qui sont après. Alors, on a eu plein de sons discordants. Moi, l'info la plus sourcée que j'ai eue sur tout ça, c'est la communication, enfin le mec des médias officiels de Queensberry. L'argent devrait être distribué à part égale entre les combattants, donc 600 000 chacun. Ouais. Moi, c'est l'info parce que j'ai demandé quand même, j'ai essayé de me renseigner. Oui. C'est l'info la plus sourcée que j'ai parce que j'ai entendu plusieurs sons de cloche. Normalement, ça devrait sont pas très clairs à la fin de l'event, justement. Ce qu'ils disaient, c'est que on posait la question aux gagnants, on va pas vous spoiler, aux gagnants à l'écurie gagnante, comment allez-vous répartir, je reprends l'anglais, comment allez-vous répartir les 3 millions de dollars et il n'a pas répondu. Et il n'a pas répondu. Donc on sait pas si ça va être en part égale. Est-ce que le capitaine prend plus? Est-ce que s'il y a eu des cas où il y a des primes? C'est compliqué. Mais bon. Mais la communication officielle, c'était 600 000 chacun, voilà, pour l'équipe gagnante. Donc ensuite, on avait Ball versus Ford, donc Nick Ball contre Raymond Ford, combat pour le titre WBA des poids plumes. Nick Ball qui était donc sur un match nul contre Ray Vargas, qui était pas un scandale mais pas loin. Nick Ball aurait dû gagner ce combat à la décision, et Ray Ford qui était sur une victoire par KO à la 11e reprise, si je dis pas de bêtises, à la 12e, très compliqué. À la 12e contre l'Ouzbek. Khalmatov. Voilà, c'est ça. Donc combat très compliqué pour lui. Et donc là, Ball versus Ford, opposition de style. C'est la définition. Quand on dit opposition de style, des fois c'est un peu galvaudé comme expression. Là, c'était la définition de l'opposition de style, et vraiment. Totalement. En plus de ça, il y aura un autre combat qui a cette même dynamique. On est sur des oppositions aussi physiques qui sont assez marquées, puisqu'on avait un Nick Ball qui est très souvent, majoritairement plus petit que son. Oui, je pense qu'il a toujours été d'ailleurs. Son adversaire. Là, on est chez les poids plumes. Pour les otaku, les geeks, c'est vraiment un profil type hippo, très petit, très trapu. 1m57, je crois que c'est comme Hippo. Exactement comme Hippo, 1m57, 56 kilos, c'est exactement Hippo. Et même dans le gabarit, il est assez tanké. Et mais bien sûr, au niveau du style, rien à voir. Au niveau du style, il met énormément de pression. Et encore une fois, on va pas rentrer dans l'analyse technique. Mais il a beaucoup cassé la distance face à un adversaire qui était bien plus grand, qui était gaucher, qui avait une bonne maîtrise de son jab et de son bras arrière. Ouais, de ses basiques en fait. Les basiques de Raymond Ford, ils sont beaux. Assez académique, avec un bon jeu de contre et un très très bon jeu de défense. Mais Nick Ball a mis énormément de volume. Et moi, j'ai été particulièrement surpris, mais agréablement bien sûr, de ces uppercuts qui ont quasiment fait mouche à chaque fois. C'était Noël, tout passé dans la cheminée. Vraiment, c'était un truc de fou. C'est ça. Et Raymond Ford, en plus, dernier combat, il y avait eu la même problématique, une grosse ouverture sous la pommette droite. Pareil, Raymond Ford, au fil du combat, il me semble même pas avant la moitié, il avait les deux pommettes ouvertes, en fait. C'est ça. Une pommette, une arcade. Je crois qu'il avait pommette un peu trop saillante, ou je sais pas si. C'est ce que je me disais, mais après, c'est la physionomie, t'en as qui, c'est comme ça. Mais en gros, d'énormes uppercuts. Il n'y a pas eu il n'y a pas des moments où les deux ont été dans le rouge vraiment, dans le sens où les échanges étaient toujours engagés, et d'ailleurs le scoring le montre. C'est pas une victoire flagrante, c'était même une décision partagée. Donc Nick Ball qui remporte. C'est 115-113 en faveur de Nick Ball, donc c'est très léger. Pour Nick Ball et un pour Ford. Et donc Nick Ball qui s'empare enfin de la ceinture WBA, non sans difficulté, mais avec après une excellente prestation. Donc très très content. Et moi, pour être honnête, j'étais pour Ford. Mais moi j'étais pour Ball, tu vois. Et j'avais pronostiqué Ford d'ailleurs. Et sans surprise, point intéressant aussi, on a eu un excellent 12e round, sachant que ces deux combattants justement, ils sont assez dangereux dans ces périodes-là. Raymond Ford qui avait gagné son dernier combat au 12e, et Nick Ball qui avait gagné 2 combats dans sa carrière au 12e par KO également. Donc c'était un round qu'on attendait beaucoup, sachant que toutes les cartes étaient encore à jouer à ce moment-là, plus ou moins. Et ça a été un très beau round, effectivement. Et ça a été vraiment un round exceptionnel. Ça a été la guerre, une très, énorme très belle guerre. Et les deux ne se sont pas économisés. C'est vraiment des combattants qu'on veut revoir. Les deux étaient invaincus, donc là forcément.
Oui, ça appelle un rematch en fait ce Ouais. genre de combat, mais je pense que vu que c'est la ceinture WBA, ça appelle surtout un rematch pour Bol versus Vargas, Oui, pour une unification des ceintures qui est maintenant assez facile à imposer à Vargas en fait, puisqu'il y a une unification, donc il y a une carotte ouais, pour Vargas de lui dire t'as un combat d'unification, si t'es sûr de toi que t'as battu Nick Bol, bah tu peux le rebattre et on met les deux ceintures en jeu. Moi je suis trop exactement. content, j'étais pour Bol, dans ce que j'avais dit pendant la preview, je l'avais découvert quand j'avais été à Wembley pour la carte Fury White. J'avais découvert là-bas où c'était encore un prospect et il avait battu Isaac Lowe dans un combat où Isaac Lowe était très favori. Mm. Et depuis, j'ai pas loupé un de ses combats. Moi, j'adore son style, j'adore le personnage, j'adore la mentalité du gars. Enfin, gros respect pour Nick Bol et il est enfin champion du monde et on lui prévoit une sacrée carrière chez les plumes, Oui. sauf montée de Naoya Inoue. C'est ce qu'on se disait. On se disait que dans la Voilà. catégorie des poids plumes, il y avait entre guillemets de la place dans le sens où c'est pas qu'il y avait pas d'adversité, loin de là, mais que il avait la possibilité de faire son trou. Effectivement, je pense que venger son, c'est pas vraiment une défaite, mais c'est un draw. Dans son draw, Et c'est ouais. un draw qui est plutôt litigieux face à Ray Vargas, qui on le rappelle, hein, c'était une opposition encore une fois physique vraiment compliquée parce qu'il y a 15 centimètres de différence entre les deux. On l'a vu, un Furuzik déjà c'était compliqué, mais c'était des poids lourds donc c'est différent. Mais là chez les poids plumes, quand on fait 56 kilos et qu'on a 15 centimètres d'écart avec son adversaire, c'est vraiment pas la même affaire. Donc là, Non, ça non, bah pourrait... c'était la plus grosse différence de l'histoire dans un combat pour le titre hors poids lourd. Exactement, Donc exactement. ça en dit long. Et ce qui va être intéressant, c'est que du coup, Nick Ball, il a l'occasion de, comme tu le dis, récupérer la WBC et petit à petit, pourquoi pas devenir un champion incontesté. En tout cas, c'est tout le bien qu'on Ah lui bah souhaite. s'il devient champion incontesté et qui réunit déjà les ceintures, j'en connais un qui va monter pour devenir champion incontesté dans une troisième KT, parce qu'il aura pas à laver toute la catégorie, c'est un certain Naoya Inoue. Exactement. C'est sûr et certain. Donc ça fait 2-0 puisque c'était un combat, ça a fini à la décision, donc 2-0 pour l'écurie Queensberry. Ensuite, on enchaînait avec Shiraz contre Williams. L'enjeu du combat, c'était deux invaincus. Shiraz, c'est le Golden Boy de chez Queensberry. C'est-à-dire, c'est le gros prospect qui monte chez Queensberry. C'est celui qui est très mis en avant par Frank Warren. De ceux qui n'ont pas encore eu un titre, un titre ou un title shot, je pense notamment à Daniel Dubois. Oui. C'est celui qui est le plus mis en avant par Frank Warren. Frank Warren croit énormément en Shiraz et d'ailleurs c'était le capitaine de l'écurie Queensberry, ça en dit long. Il était assez sûr de lui, Frank Warren, sur le coup. Et Williams, Amo Williams, est un excellent combattant. On n'en a jamais douté. C'était deux. Là, on était encore, je pense, dans le stade du prospect. Parce qu'on n'avait pas encore eu de vraie opposition niveau élite, ni pour l'un ni pour l'autre. Exactement. Et là, Donc exactement. on a eu des réponses. Ouais, c'est ça, c'était la bonne occasion pour les deux. Et ça, on l'avait dit aussi dans notre preview, que c'était deux combattants qui avaient tout à gagner à être dans une carte comme celle-ci, puisque ça leur permettrait de vraiment faire un gros step-up et de pouvoir derrière essayer d'avoir d'autres opportunités, notamment dans des cartes saoudiennes, mais dans beaucoup d'autres événements. Et les deux ont été au rendez-vous. Ça a été un combat vraiment très engagé. Et encore une fois, sans rentrer dans l'analyse technique et dans le détail technique, on a juste eu un Shiraz qui était beaucoup plus impactant et beaucoup plus convaincant. Et en fait, quand il touchait, il faisait vraiment des dégâts monstres. Impressionnant. Et d'ailleurs, on voit on n'a qu'à regarder le visage des deux combattants, mais Amo, Austin Williams, à la fin du combat, il est vraiment défiguré par les frappes. Et ça s'est d'ailleurs fini avant la limite. Donc, le capitaine qui gagne avant la limite, c'est 4 points. 4 points. Donc forcément, 6-0 là, ils prennent le large, c'est compliqué. Et surtout, bon, ce combat, il était très bien, mais ça donne aussi une belle perspective pour Shiraz pour la suite, sachant que c'était un title éliminateur. Ouais, c'est ça, sachant que c'était un title éliminateur, donc Ouais. C'était un double title éliminateur WBC chez les moyens, donc pareil, c'est une catégorie où il y a de la place. Shiraz, il est très grand pour la catégorie, il fait 1m91, donc c'est un mec qui typiquement peut largement monter. En plus, il est jeune, il a le temps. C'est le genre de profil qui va essayer d'aller chercher des ceintures dans plusieurs catégories, on vous l'annonce. Il va prendre celle des moyens, je pense qu'il est prédestiné à être champion chez les moyens. Il y a de la place et il est vraiment excellent. Chez les super moyens, c'est beaucoup plus bouché, mais il y a plus d'oseille, donc à voir ce qu'il va en faire. Une copromotion Golden Boy versus Shiraz, enfin Queensberry, parce que Golden Boy a beaucoup de mi-moyens, de super moyens, de welter, enfin ils ont beaucoup dans cette catégorie de poids là en fait. Ils ont beaucoup de combattants mexicains et du coup ça pourrait commencer à faire des étincelles et je pense qu'ils vont continuer à construire son nom et on fait confiance à Frank Warren et à Queensberry façon pour
construire un profil il a tout ce qu'il faut. Il est beau à voir combattre, il est explosif, il frappe fort. Enfin, il a tout ce qu'il faut, ce gars. Et puis il progresse combat après combat, et c'est en plus il progresse. Qu'à 25 ans, petit à petit, parce que il a pas non plus affronté des combattants de seconde zone. Il a juste fait son chemin de carrière petit à petit. Là, il prend des adversaires de plus en plus puissants, de plus en plus dangereux, avec des combats, et c'est avec beaucoup d'enjeux assez rapidement et assez prématurément dans sa carrière. Il a souvent combattu, il fait beaucoup de 12 rounds, beaucoup de combats en 12 rounds, même s'il est fini bien avant. Donc là, il est sur une énorme série, je crois 12 ou 13 KO consécutifs. Là, c'est... Ouais, je crois que c'est un truc. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, 12 ou 13 KO consécutifs. Je sais même pas si c'est pas plus que ça. Enfin, ouais, c'est. Cas, la dernière fois qu'il a gagné au point, c'était en 2018. Donc, Ah ouais. Donc voilà. Ah ouais. Eh ben d'ailleurs, la transition est toute écrite, puisque sur le combat suivant, qui était une interlude sur le 5v5, Bivol contre Zinad, pardon. Bivol n'avait pas gagné par KO depuis 2018. Et sans vous spoiler la fin, Bivol a gagné par KO. On va faire simple et efficace. C'est ça. Surtout que 6e ou 7e 6e je me souviens plus. C'est ça le problème avec les récaps à chaud, c'est que t'as pas le temps de faire vraiment les notes. à chaud. Mais bon, ouais, tu kiffes le combat. Ouais, j'aurais dit 6e ou 7e 6e, il me semble. Enfin, j'ai pas envie de me tromper. Ouais, j'ai pas envie de me. Je revérifie. Ouais, bon, par là, quoi. Donc, première moitié de combat, moi, j'ai l'impression. Je pense que c'était le 6e. Combat à sens unique. Bivol a donné un round. Voilà. Sur les scorecards, combat à sens unique, ça a été du très très grand Bivol. Zinad a donné tout ce qu'il pouvait en affrontant l'ultra méga giga élite pound for pound. Ouais, il a été couché dès le premier round et il a continué. Ouais, il a été couché au premier round. Puis en étant prévenu un mois avant. C'est pas le combat qu'on voulait voir. Le combat qu'on voulait voir, c'est Bivol contre Beterbiev, qui a été annoncé du coup au 12 octobre officiellement par Turquie. Donc ça, on espère que ça se fera vraiment, parce que pour moi il y avait sur cette génération, en fait, pour moi il y a vraiment 3 combats qu'il fallait absolument faire par-dessus tout. C'était Fury Usyk, Beterbiev Bivol et Crawford Spence. On a eu Crawford Spence et Fury Usyk. Je pense que parce que Fury Joshua, etc., c'est des combats qu'il faut faire, mais c'est différent. Je parle vraiment en termes d'opposition de 50-50. Il y avait vraiment Fury Usyk, Crawford Spence et Beterbiev Bivol, qui sont 3 combats en plus undisputed. Enfin, pour moi, c'est des combats générationnels, en fait. Oui. Ça, c'est le combat qui nous donnera les réponses sur Bivol, sur Beterbiev. Enfin, on aura toutes les réponses qu'on se pose sur qui est le meilleur. Moins de 77 kilos de la planète. Là, on n'a pas eu de réponse. On sait juste que Bivol est trop fort. Zinad a fait ce qu'il a pu, mais il est tombé contre un Bivol trop fort, qui a retrouvé le chemin du chaos, du coup, pour la première fois depuis 2018. Avec donc une séquence quand même magnifique. C'est une séquence, en fait. Bon, je pense que vous l'aurez vu, vous le verrez dans la highlight d'Azone, mais en gros, il sonne Zinad et après il rentre dans une phase sniper. Toutes les frappes qu'il envoie, elles font mouche, et à la fin, il y a tout qui touche au bon endroit, tout qui touche sur le bouton. Les 2 dernières, il sait plus où il habite, Zinad. Que son adversaire, il est sonné, il chancelle un peu, mais il y a pas il est ultra précis, il envoie des combinaisons, tout est parfait, transfert de poids parfait. Il y a un peu ce qui s'est passé avec Usyk Fury dans le cultissime 9e round. Il y a ce côté, je rebondis de corde en corde et le mec qui me court après me touche à chaque putain de fois. C'est dingue, hein. C'est vraiment dingue. Et je confirme, c'était au 6e, c'était au 6e, je confirme. 6e, ouais, c'est ça. Et Zinad qui pourtant, il a eu, comme tu dis, il a eu un round, enfin, on lui a concédé un round, et après, il a pu toucher par moment de temps en temps, mais bon, voilà, il a essayé de chauffer Bivol à la fin d'un round, il a réussi à énerver Bivol, ce qui est pas une mince affaire. Enfin, il a essayé de le faire sortir de son combat, il a fait ce qu'il avait à faire, honnêtement, il pouvait pas faire mieux. Bravo, respect à Zinad d'avoir accepté un combat et d'avoir parié son 0, et Turquie a beaucoup apprécié. Donc, du coup, il s'est engagé de le faire combattre. Il reviendra assez rapidement en octobre, en novembre ou en décembre. Donc c'est un combat qu'on reverra, et bon. Et c'est intéressant ce qu'il a dit, ce qu'il disait Turquie justement à ce moment-là au sujet de Zinad et de Bivol. Il disait, tu vois, ces gars-là, Bivol, Beterbiev, Fury, ce sont pas des humains. Donc toi, ce que t'as fait, c'est déjà incroyable d'avoir tenu la distance même jusqu'au 6e, mais en tout cas face à des gens comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de combattre, quoi. Et en fait, c'est aussi ça, c'est que on veut le voir contre. Moi, il me tarde de voir Zinad contre quelqu'un de son niveau, entre guillemets, sans le. Il a un excellent niveau, sans être méchant, mais il est juste en dessous des 2 espèces de monstres qu'on a là dans cette catégorie. Et comme pour Fury Usyk au-dessus, enfin, il y a des mecs qui sont vraiment, comme tu dis, c'est extraterrestre. Tant pis.
et on se bat pour ce qui se passe en dessous. Et je pense que Zinad a de la place en dessous dans cette catégorie, clairement. Ouais. Ensuite, c'était le co-main event, Daniel Dubois contre. Il n'y a pas eu de points. Hein, c'était un interlude 5-5 du 5-5, donc il n'y a pas eu de points pour personne. Enfin, c'est Eddie Hearn qui promeut effectivement en ce moment, du moins, Dimitri Bivol, mais ça n'a. Enfin, c'était pas dans le 5 versus 5 Queensberry Matchroom. C'était vraiment un combat à part. Encore une fois, on vous a expliqué dans la preview tout le bordel avec le combat annulé et tout. Donc, co-main event Dubois contre Ergovic. Alors, moi j'avais parlé sur Ergovic. Alors, je vais commencer. Encore une fois, on rentre pas dans l'analyse technique, round par round et tout. Je fais un truc global. Premier round, impressionnant d'Ergovic, catastrophique de Dubois, mais catastrophique, vraiment. Tout rentre. Trop inquiétant. Il a deux doigts de tomber 2-3 fois. Round hyper inquiétant. Deuxième round. Il passe 2-3 frappes Dubois en contre et tout, donc ça va, mais globalement il se fait surdominer. Troisième round, alors Dubois commence à vraiment toucher dur. Quatrième round, j'avais vraiment l'impression que Ergovic venait de monter un col à vélo. Il avait l'air c'est ce que t'avais dit. Épuisé. Moi j'ai l'impression c'était ouvert, et je me rappelle, ouais, on s'envoyait des messages à ce moment-là et on se disait, en gros, plus ça va avancer, plus ça va être compliqué pour Ergovic. Ah ouais, ça, entre les blessures et vraiment, il avait l'air cramé, comme s'il venait de grimper le Tourmalet, je maintiens. Il avait l'air éclaté, comme si c'était pas préparé pour ce combat, parce qu'on avait eu contre Jang, il avait manqué de gaz, mais on savait qu'il avait perdu son père pendant le camp, donc il avait pas vraiment eu de camp d'entraînement et il était très proche de son père, donc il avait pas du tout la tête à ça. Et donc et il avait quand même tenu le coup contre Jang, hein, il était allé au tapis et tout, mais il avait pas fini KO. Et là, du coup, à partir du quatrième round, Dubois, il commence à vraiment toucher, mais à toucher vénère. C'est quoi, c'est fin du cinquième où Ergovic il commence déjà à être dans les cordes, oui, où il est en bas, on dirait un zombie. C'est ça. En fait, je me rappelle, le cinquième, c'est le round où déjà il s'ouvre en plus au niveau de. Ouais, de l'autre arcade. Non, parce qu'en fait, je crois qu'il avait une sorte d'ouverture au front. Okay. Ah peut-être. Ouais, après il y a eu une arcade qui a pété. À l'arcade. Et après il y a une autre arcade qui a pété. Et après bon, il était complètement sonné. Et surtout que en fait les premières reprises, il a cherché le gros coup. Même d'ailleurs quelque chose que je lui avais reproché sur ses deux dernières prestations, les coups un peu sales. Sur les phases de lutte un peu écrasé Dubois. Et ce que je disais quand la première reprise était inquiétante, je me souviens pendant la première reprise, on va dans le coin de Dubois, il y a son père qui est un de ses assistants coach qui lui parle, et Dubois il répond même pas, il est dans le gaz, il est plus tout là, à droite, à gauche, et son père il dit mais est-ce que tu m'écoutes, et en fait on s'était dit, on en avait parlé, hein, c'était une de nos sources d'inquiétude lors de la preview, c'est un peu le mental, Dubois qui est lorsqu'il est dans l'adversité, lorsqu'il prend vraiment des gros coups, on a l'impression qu'il est plus trop là, qu'il a pas, j'irais pas jusqu'à dire qu'il perd son esprit combatif, mais qu'en tout cas il va pas forcément à la guerre. On dirait pas qu'il a un cœur de tigre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est assez difficile à décrire, mais je pense que je recommande vraiment de voir ces 3-4 derniers combats pour qu'on puisse, parce que ça illustre bien ce qu'on veut dire. Mais derrière, par contre, c'était rassurant là dans ce combat parce que plus ça avançait, plus il arrivait à dominer les échanges grâce à son physique, et j'ai l'impression que ça lui a donné un peu confiance au niveau du mental, et que derrière il était beaucoup plus à l'aise, il a commencé à travailler plus en combinaison, et Ergovic qui était très fatigué lui a laissé pas mal d'espace à la fois en termes de rythme mais également sur le plan de la défense, tout simplement pour pouvoir pour que Dubois puisse dérouler son jeu. Et donc il a été assez j'ai assez aimé sur la fin, là où le début j'étais un peu réticent, j'avais l'impression que c'était un peu combat de part, les deux voulaient s'endormir, c'était vraiment, on cherchait que le gros coup. Surtout les 3 premiers rounds, ils étaient assez compliqués à voir quand. Bah c'est pour ça qu'Ergovic il s'est épuisé. Hein. C'est ça. Il cherchait le gros coup. Dubois il essayait de tenir un peu la distance, mais il en prenait pas mal. Mais après voilà, il l'a eu à l'usure, et des très beaux signaux pour Dubois. Et on en parlait, on s'était fait un micro débat ensemble par message pour la suite, pour lui, avoir les prochains combats, les opportunités qu'il aura, parce que ce combat il avait un enjeu forcément. Alors moi j'ai une théorie. On vous partagera nos théories à la fin de la vidéo. Mais moi j'ai une théorie sur ce qui attend Dubois. Kavir est pas d'accord avec moi. On verra. Et on est rarement pas d'accord, mais c'est vrai que on verra. Et d'ailleurs, on vous invite encore une fois à nous laisser vos commentaires, et on vous lit tous. Et on vous lit. À nous dire ce que vous en pensez. Ouais. Mais du coup, arrêt de l'arbitre parce que à cause des ouvertures justement, Ergovic il était comme ça, il y voyait plus rien. Enfin bref, arrêt de l'arbitre.
Pareil, 6e ou 7e, je sais plus. Je revérifie là de. Je sais ouais, plus, en c'est tout cas, terrible, ouais, ça. c'est très, Bon, c'est pareil, c'est à peu près les mêmes rounds, quoi. C'est 6e, 7e. J'ai l'impression que c'est le 7e celui-là, mais je suis pas sûr. Donc voilà, par là, quoi. Donc 2 points de plus. 8e. Donc ça fait 8-0. Aïe, aïe, aïe. Pour Queensberry. Donc là, quoi qu'il arrive, de toute façon, ils peuvent plus revenir l'écurie Matchroom. Et donc on a le main event, Wilder contre Zhang, les deux plus gros punchers de la catégorie. Avant toute chose, il y a une stat que j'avais pas vue avant la preview, donc je vous la donne maintenant, qui est une stat qui en dit long. Si vous vous êtes fait chier sur les 3 premiers rounds, c'est normal. En gros, Zhang est le boxeur de toutes les catégories qui envoie le moins de coups par round en moyenne, et Wilder est le 3e boxeur qui envoie le moins de coups par round de toutes les catégories. Donc ça aurait pu finir en mode combat de regard Lascar dans le métro. C'est un peu ce qui s'est passé pendant les 3 premiers rounds, parce que c'est des mecs qui cherchent toujours le gros coup et qui du coup frappent très peu et s'économisent. Et encore Wilder, ça va niveau cardio, il nous a quand même surpris plus d'une fois en allant loin dans les combats. Autant Zhang, on sait très bien qu'à partir du 6e, 7e, il est cramé, et peu importe qu'il s'économise ou pas. On s'était tous les deux mouillés, voilà. Mais on s'était tous les deux dit. On avait dit première moitié du combat. Voilà, on avait dit première moitié du combat, Zhang par KO. Et et comme on se disait, on s'était pas trompé ni dans les pronos, mais même dans l'analyse technique et dans la preview technique, dans le sens où on s'était dit. C'est ce qu'on avait vu pour le coup. Ouais. Wilder en fin de carrière, son bras arrière s'est beaucoup émoussé. Et surtout, il a plus envie. Les guerres avec Fury lui ont tout pris. Exactement. Je pense, vraiment. Les pulls même depuis les guerres avec Fury, pardon, face à un Zhang qui, bizarrement à 41 ans, se bonifie, s'améliore et continue d'affûter son jeu, et un Zhang qui est pas forcément, qui base pas forcément tout son style sur son bras arrière. Parce que d'ailleurs, on l'a vu, hein, là, son Big Bang, il est venu de la droite. Plutôt. 2 fois la droite. Les deux, c'est la droite. Le KO allez le voir, le KO est phénoménal. La première qui touche, on dirait qu'elle pète le nez de Wilder, qu'elle lui envoie un signal au cerveau. Son cerveau bug en mode, je sais plus où j'habite. Du coup, il donne son dos, ce qui est quand même rarissime, surtout des mecs du gabarit et de l'expérience de Wilder. La deuxième, elle arrive. Il est sur son 3e pas, Zhang, donc il est quand même dans son élan, et elle arrive en mode gazelle punch dans un angle mort. Ouais. C'est terrible ce qui se passe. Ouais, ça fait sucker punch en fait. C'est limite un, bon là on est dans un combat, mais effectivement c'est limite un sucker punch, et donc forcément quand t'as quelqu'un qui fait quoi, 35 kilos de plus que toi. Ouais, 31. 70 livres. 128 et 97, ouais. Ouais, il y avait 70 livres quasiment d'écart, et qui te rentre dedans à pleine puissance en prenant de l'élan. C'était terrible. Qui t'envoie un sucker punch, tu pouvais que, et il s'est relevé quand même, mais il était plus là. Ouais, il s'est relevé, mais il était, c'est la preuve qu'il c'est quand même un sacré guerrier. Oui, totalement. Mais il avait plus la foudre, ni dans les poings, ni dans le cœur qu'on a connu de chez Wilder. En fait, c'est limite technique, comme il a plus la foudre et qu'il était sauvé, pas juste par sa droite, mais par vraiment son état d'esprit de champion, son cœur de lion, etc., qui le faisait toujours avancer. Il a perdu ça, je pense, vraiment avec les combats avec Fury, et du coup, ses lacunes techniques se voient plus, et surtout, Fury, au-delà de tout ça, et j'ai pas vu beaucoup de gens en parler, je trouve ça étonnant, mais Fury a surtout donné le plan, a donné le blueprint, là, comme ils disent les ricains, de comment battre Wilder, en fait. C'est-à-dire que Fury a montré avec Wilder Fury 2 que pour battre Wilder, fallait juste lui avancer dessus. Oui, ça annulait tout ce qu'il savait faire, parce qu'il ne s'est pas boxé en reculant. Exactement. Et Parker, c'est exactement ce qu'il a fait. Il lui a avancé sur la gueule pendant 12 rounds, et il lui a mis des patates d'un autre monde. Et là, c'est ce qu'a fait Zhang. Et Wilder, dès les 10 premières secondes du premier round, il était dans un coin. C'est ça. Et donc, ça nullifie complètement ce truc de toujours la distance, avec son allonge de fou furieux qu'il a. Wilder, c'est une des plus grosses allonges de la boxe, une des plus grosses envergures. Donc, ce truc qu'il a de toujours vous tenir à distance, et ce qu'on disait dans la preview, d'attraper la main, la main de la garde, la main avant, pour placer derrière sa droite, qui est plus approuvée, qui est absolument phénoménale. Bah, quand il peut pas mettre ça en place, en fait, il a rien, Wilder. Il a rien. Et là, il s'est pas boxé en reculant. Et même les fois où il a touché, parce qu'il a quand même touché avec son bras arrière, Zhang. Aucun effet. Zhang, effectivement, il a perdu 0 PV, t'as l'impression. Non. Il a pas mais je pense que armure en diamant, Zhang, il est imbougeable. Oui, et encore une fois, je pense vraiment que le punch, ça part pas. Moi, j'y crois, mais que ça s'est bien émoussé. En fait, le truc, c'est que le punch, ça part pas, mais le truc, c'est que
moi, je pense vraiment que ça part pas. Et Foreman, par exemple, l'a prouvé. Ah oui. Sauf que Foreman, contrairement à ce que tout le monde a pu dire à l'époque et ce que tout le monde a continué à dire derrière, il n'était pas limité techniquement. Il avait juste un style très particulier, très à lui. Par contre, Foreman qui change de garde, par exemple, à 40 ans, qui réapprend une garde de 0, qui passe en garde en croix et qui fracasse tout le monde avec sa garde en croix, Foreman était vraiment pas limité techniquement. Il avait un côté brutal. C'est Mohamed Ali qui avait mis un peu ce truc avec le zombie, enfin la momie là, qui avait mis ça dans la tête des gens, mais Foreman était un très bon technicien, ce qui est vraiment pas le cas de Wilder. Et Wilder, il a le punch, mais il peut même plus se mettre dans une position ou dans une situation où il va puncher en fait. Et c'est ça le problème. Ouais, parenthèse sur Foreman justement, c'est pour rétablir encore, pour mettre. Il y a une anecdote qui est drôle où quelqu'un lui demande mais en fait pourquoi dans ta carrière t'as pas fait tant de combinaisons que ça. Il dit mais en vrai c'est même pas que je savais pas faire, c'est que j'ai jamais eu besoin de mettre plus de 2 coups. En même temps. Voilà, c'est juste pour revenir sur ce truc-là et pour aussi rappeler que Wilder c'était aussi un peu ça, dans le sens où il était limité techniquement effectivement, mais qu'en vrai pendant un long moment l'essentiel de son jeu c'était setup bras arrière, donc en gros essayer de travailler avec son bras avant pour placer un bras arrière et terminer le combat. Là c'était compliqué parce que lorsqu'il y a quelqu'un qui est vraiment plus costaud que toi et qui envoie quand même des frappes assez puissantes et un joli travail de combinaison, le genre, faut le dire, avec son travail de corps. Garde chiante, il est à moitié gaucher, en finichel, à moitié pas trop, gaucher, il est chiant. C'est compliqué, hein. On savait que contre les gauchers, il avait du mal, mais là c'était compliqué et il y a une phase que j'ai beaucoup appréciée, c'était les deux qui sont vraiment dans le coin, très courte distance et ça s'envoie coup pour coup. Et ces moments-là, c'était la seule séquence un peu intéressante. On se disait s'il y en a un qui connecte, c'est fini. Exactement. Tu te dis que là, ça peut s'arrêter des deux côtés. Mais Wilder, il a pas tenu et il a pas vraiment connecté. Ouais. Et en fait, il a perdu le combat physiquement, il a perdu le combat techniquement. Enfin, c'est un peu ce à quoi on s'attendait malheureusement. Donc on n'est pas surpris. Bon, on va pas faire d'analyse technique parce que si on commence, on est parti pour 1h30 de podcast, même sur un combat qui était quand même relativement pauvre en termes d'action. Donc Zhang vainqueur par KO au 5e round. Bon, Kabir avait dit première moitié, j'avais dit 4e. Enfin, vous voyez, c'était un combat qui malheureusement était aussi difficile à pronostiquer que très facile malheureusement. Enfin, c'est con à dire, mais encore une fois, Wilder, il suffit qu'il touche une fois pour de vrai. Sauf que là, même ça, il l'avait plus. Ce qui nous amène à un sujet qu'on va traiter là en 3 minutes et qu'on traitera plus longuement dans une vidéo si ça vous intéresse, vous nous le dites. De toute façon, je pense qu'il faut qu'on clarifie un peu certains trucs. Wilder va partir à la retraite. Il l'avait dit, à moins d'un retournement de situation improbable, mais il avait dit que s'il perdait ce combat, il partirait à la retraite. Il y a eu une interview de Turki juste avant le combat, pendant la soirée, où il explique qu'il aimerait bien que Wilder gagne pour faire Wilder contre Joshua en septembre à Wembley. Effectivement. Sauf que il évoque même pas le nom de Zhang. C'est-à-dire que si Zhang gagne, il veut pas le mettre contre Joshua parce que ça vend pas à Zhang. Voilà, c'est tout. On va s'arrêter là. Donc, qu'est-ce qui reste parce que Joshua combat en septembre à Wembley. Ça, c'est la seule certitude qu'on a. C'est officiel, etc. Enfin, sauf blessure, évidemment. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est la certitude qu'on a. Le 21 ou 22 septembre, on a Joshua à Wembley. C'est le seul truc qu'on sait. Il y a eu le combat Dubois-Hrgovic. Dubois a gagné la ceinture IBF intérimaire, qui est une ceinture qui garantit un title shot IBF dans un futur proche, en vrai. Post-rematch Fury Usyk, grosso modo. On vous a déjà expliqué tout ça, je sais pas où sont les fiches, mais on vous a déjà expliqué tout ça avec Chris. Il y a 2 vidéos sur le sujet. L'IBF fait chier Usyk et je sais plus ce que c'est l'autre. Ouais. Je crois que c'est pour l'officialisation du rematch Fury Usyk. On vous a déjà parlé de tout ça, donc je vais pas développer. Mais néanmoins, Dubois maintenant qui a battu Hrgovic a cette ceinture. Dubois, il est chez Queensberry. Joshua, il est chez Matchroom. Là, ils l'ont bien répété à la fin du Matchroom versus Queensberry, le premier du nom ce soir, donc a fini à 10-0 en faveur de Queensberry. Ils ont bien répété que ils voulaient absolument faire une revanche, que c'était que le premier d'un concept et qu'ils voulaient absolument faire une revanche. Pour moi, il n'y a pas meilleur endroit pour faire ça que Wembley. C'est 2 écuries anglaises avec quasiment que des combattants anglais. Pour moi, il y a aucun monde où ça peut se faire ailleurs que Wembley, la revanche. Surtout que, du coup, AJ est déjà programmé en septembre. Dubois à la ceinture IBF. Ils veulent pas faire AJ contre Zhang, ça n'a aucun intérêt. AJ Wilder, c'est plus du tout d'actualité, évidemment. Je pense que personne ne veut voir ça et de toute façon, Wilder va partir à la retraite. Donc, AJ Dubois, en main event,
du 5 versus 5 Queensberry Matchroom 2. Et c'est là où Kabir est pas d'accord avec moi. Moi, je le vois gros comme une baraque. Moi, je suis curieux d'avoir les retours en commentaire. En tout cas, ouais, effectivement, ça me paraît un peu prématuré, c'est trop, on arrange les cartes un peu comme ça nous arrange. Et pour septembre, c'est ce que font les Saoudiens en permanence. Oui, c'est ce que je me dis. Et le magnifique pouvoir de l'argent fait qu'on peut avoir tous les combats qu'on veut maintenant, mais vu qu'il y a les Saoudiens dans le game, donc je suis moins d'accord, mais je suis curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. Je pense que c'est une belle conclusion qui peut ouvrir un joli débat, parce que en tout cas ce serait dingue, je vous le concède. Surtout à Wembley, avec l'ambiance, avec les pro Queensberry, les pro Matchroom, ce serait débile. Et tu peux faire 1 milliard de combats. Faut que je fasse mais par exemple Cordina, tu vois, Cordina il est chez Matchroom, là il faut qu'il fasse un rematch contre un mec de très haut niveau pour se remettre dans la catégorie des winners et repartir sur un titre mondial. Chez Queensberry, ils lui trouveront très bien un adversaire dans sa caté qui fait le café. Il y a de quoi faire. Opetaya, qui est pas anglais, mais Opetaya, il est chez Matchroom. Ils l'ont interviewé, il a justement, lui aussi, ils ont un peu tendu la perche. Il a dit, j'aurais tellement aimé être dans un événement comme celui-là, j'espère être là dans le prochain. Il est chez Matchroom, en cruiser chez Queensberry, c'est pareil, ils ont des prospects très intéressants. Enfin, il y a 1 milliard de trucs à faire chez les poids lourds, c'est pareil. Il y a 1 milliard de trucs à faire avec Itoma, par exemple. Enfin, écoute, je dis ça comme ça, mais moi j'y crois, et j'y crois et j'espère en plus, parce que ce serait vraiment une soirée de furieux. Parce que bon, on va pas revenir sur l'ambiance en Arabie Saoudite, mais autant Furiosic c'était vraiment ouf. Ça s'est pas bien vu à la télé, je sais, mais c'était vraiment ouf parce que il y avait les Ukrainiens, il y avait les Anglais. Enfin, ça faisait un peu match de foot, c'est-à-dire il y avait des chants de supporters, les gens se répondaient. Il y avait les hymnes, il y a eu tout un truc, et puis il y a eu tout le show pyrotechnique. Enfin, il y avait vraiment, tu sentais que t'étais dans un moment historique du sport. Autant là ce soir, c'est vrai que c'était bon. Ouais. C'était particulier comme ambiance, c'était vraiment dur, il y avait pas grand monde, l'horaire a pas aidé non plus, parce que ça s'est fini à 3h30 hors local. Et bon, Wilder, c'est une méga giga star aux États-Unis, donc il voulait récupérer les spectateurs américains. Il voulait attendre que aussi effectivement la Champions League soit finie pour relancer. Enfin, ça a été un peu le bordel, mais c'est trop tard, et c'est ce qui s'était passé pour Joshua Ngannou. Et Fury Usyk, encore une fois, l'événement était géré d'une main de maître, a été parfait. Les horaires des ring walks ont été respectés à la minute près. Enfin, ça a été impressionnant. Et là, ce soir, on est un peu retombé dans les travers des soirées saoudiennes, ce qui nous plaît moins dans les soirées saoudiennes. Et moi, Fury Usyk m'avait pas mal fait espérer. C'est pour ça, il me tarde de voir la soirée à Vegas en août, Madrimov contre Crawford, et la soirée en septembre à Wembley. Parce qu'avec l'argent des Saoudiens, tu peux faire une soirée à Wembley qui va rester culte. Enfin, tu vois, Joshua en plus qui revient à Wembley. Enfin, ça. Ouais, ce serait top. Et puis je te dis, Joshua Dubois en main event, pour le coup, je suis sûr de moi à 99,9%, honnêtement. La carte Queensberry Matchroom, c'est autant un fantasme que honnêtement, je le sens bien. Okay. Ça, je pense que ça a bien plus ce qui s'est passé ce soir, que ce soit à Turquie, que ce soit aux spectateurs de boxe, donc j'y crois bien. Voilà, donc on verra. Effectivement, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la soirée de manière générale. Enfin, donnez-nous votre avis, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis. Ouais. On lit les commentaires, on essaie d'y répondre dès qu'on a 5 minutes, mais on les lit par contre, ça c'est sûr. Bon, je crois qu'on a tout couvert. Hein. Oui, on a été bon. Super carte de bout en bout, on n'a pas été déçus. Ouais, super carte. Non, franchement. Par contre, super carte, ouais, effectivement. Là, comme on est passé très vite sur tous les combats, mais vraiment super carte. Justement, des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est depuis les Saoudiens, on commence à s'habituer au luxe un peu, à avoir des cartes avec vraiment 5 combats qui pourraient être des main events en fait dans n'importe quelle soirée en Angleterre, tu vois. Enfin, c'est un peu ça, parce que même quelques soirées à Vegas, mais Hutchinson Richards c'est un main event du York Hall clairement. Bolford c'est un main event à Vegas, comme c'est un main event en Angleterre à l'O2. Shiraz Williams c'est pareil, c'est un main event à l'O2. Bon, Jean Wilder, évidemment, c'est un main event n'importe où dans le monde, et Dubois Ergovic, pareil, honnêtement. Oui. Donc et puis bon, Bivol Zinad, malheureusement, non, mais Bivol Beterbiev, ça aurait été pareil. Donc c'est que des main events, on vit bien en ce moment, et même, j'irais jusqu'à dire qu'on mange peut-être même mieux que le MMA, et que ça faisait longtemps que nous on mangeait notre pain noir, et là en ce moment on mange mieux que le MMA, donc ouais, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi Kabir. Merci à toi Dylan, merci à tous. Et puis ciao tout le monde, à la prochaine. On vous fait évidemment une preview cette semaine. Bisous, ciao. Bye bye.